En conséquence de la guerre des droits de douane initiée par Trump en début de mois, l'action Apple a perdu 25% de sa valeur. Même Tim Cook, son CEO, a vendu des actions Apple. Alors que se passe-t-il? Pourquoi Apple est autant impacté par cette guerre des tarifs? Eh bien, je vous explique tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 14 avril 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble sur le marché, qui est plutôt rouge aujourd'hui, puisqu'effectivement, pendant le week-end, on était monté tranquillement. Et comme depuis pas mal de week-ends ces derniers mois, dès le dimanche soir, on commence à entamer une belle chute. Alors comment survoler cette vue d'ensemble du marché sans parler de OM, le token de Mantra, qui a perdu 90% de sa valeur depuis hier? Je sais pas si vous imaginez, mais 90% c'est énorme. Mais évidemment, je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Et on regarde tout de suite l'indice de la peur et de la cupidité. Nous sommes aujourd'hui à 29 dans la peur simplement. La semaine dernière, nous étions à 17, donc dans l'extrême peur. Et depuis que Trump a annoncé la pause de 90 jours sur les droits de douane, le marché s'est relativement calmé et les investisseurs reprennent confiance. Alors pas complètement, hein, nous sommes toujours dans la peur, on n'est même pas encore dans la neutralité. Mais il y a du progrès. Alors première news, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais n'oubliez pas, le 18 avril, il y aura 40 millions de tokens Trump qui vont être débloqués. 40 millions de tokens, je vous rappelle, ça fait 20% de la supply totale. Donc attendez-vous à une pression baissière énorme. Bon, après j'imagine que vous devez plus beaucoup en avoir, mais je préfère quand même prévenir parce que franchement, il est déjà bien bas, mais il peut descendre encore plus. Hein. Bon, après si vous êtes trader et que vous savez trader, ça reste également une belle opportunité de short. Alors évidemment, on a toujours un bon petit mème juste en dessous où on voit J.D. Vance, donc qui est le vice-président des États-Unis, qui est exactement comme il l'avait sorti à Volodymyr Zelensky. Have you said thank you once? Et en background, on voit toutes les actions américaines qui ont chuté depuis la présidence de Trump. Ah, ils sont forts les mecs, ils sont forts. Alors hier, on a le prix du Mantra, donc le token OM du projet Mantra, qui est passé de 6,30 $ à 0,5 $ en quelques heures, effaçant plus de 5 milliards de capitalisation. Alors selon le PDG de Mantra, John Patrick Mullin, la chute serait due à des liquidations forcées massives déclenchées par un gros investisseur sur une plateforme centralisée, probablement pendant des heures de faible liquidité, dimanche soir, etc. Ces ventes en cascade auraient saturé les carnets d'ordre, entraînant une spirale baissière. Cependant, Mullin n'a pas nommé l'exchange spécifique et certains doutent de cette explication, citant la rapidité et l'ampleur de la chute comme inhabituelle pour une simple liquidation. Alors évidemment, il y a des spéculations sur les réseaux sociaux, notamment sur X, qui accusent l'équipe de Mantra d'avoir vendu une grande partie des jetons OM, représentant environ 90% de l'offre circulante. Et en effet, des transferts massifs de jetons OM vers des exchanges comme Binance et OKX, juste avant le crash, ont alimenté ces soupçons. Apparemment, un analyste a signalé un dépôt de 3,9 millions d'OM sur OKX par un portefeuille supposément lié à l'équipe du projet. Et la fermeture temporaire du groupe Telegram officiel de Mantra après le crash a renforcé les accusations de fuite de l'équipe, bien que Mantra ait nié avoir supprimé le canal. Alors, ce qui est plutôt alarmant, c'est que Mantra, c'est pas un meme coin, c'est pas un projet à la noix, c'est un projet qui est sur la narrative RWA, donc Real World Assets. Et c'était un projet qui était plutôt solide, et jusqu'à présent d'ailleurs, il avait même surperformé le Bitcoin. Un des rares d'ailleurs. Enfin, on n'en sait pas plus pour l'instant, évidemment, je vous tiendrai informé de la suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet, on a la Chine qui appelle à la levée des tarifs, donc des droits de douane qui avaient été imposés par Trump, puisque c'était l'escalade jusqu'à présent. On était passé de 54 à 104 à 125%. Ce week-end, Trump a même parlé de 145%. La Chine également qui avait riposté avec 125% de droits de douane sur les produits américains. Bon, on n'en sortait plus. Là, la Chine appelle à une baisse des tensions, à la levée de ces droits de douane, réciproques évidemment. Mais de son côté, on a Trump qui dit bah non, il n'a pas prévu d'échanger avec le président chinois pour stopper la guerre des tarifs. Alors je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais l'action Apple a plongé de 25% en un temps record, précisément 6 jours. Et tout ça à cause des nouveaux tarifs imposés par Donald Trump. Et comment une entreprise comme Apple qui pèse des milliards se prend une claque pareille? Laisse-moi te l'expliquer. En fait, le 2 avril, Trump il a annoncé des tarifs douaniers énormes et massifs sur plusieurs pays, notamment la Chine, qui est au cœur de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Par là, d'une taxe de quasiment 150% sur les produits venant de Chine, mais aussi de 46% sur le Vietnam, 26% sur l'Inde, et j'en passe. Ces pays, c'est là qu'Apple fabrique ses iPhones, ses AirPods et ses Macs. Enfin, presque tout quoi. Ces tarifs augmentent les coûts de production d'Apple de façon astronomique. Résultat, soit Apple absorbe ses coûts et ses marges prennent une grosse claque, soit il répercute ça sur le prix des produits. Alors imagine un iPhone qui coûte déjà 1200 $ et qui se prend en plus une taxe de 150% sur le coin de la bouche, ça fait un iPhone à 3000 $. Hein. Je suis pas sûr que les consommateurs suivent, surtout en période d'incertitude économique. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben le PDG d'Apple, Tim Cook, qui vend des actions de l'entreprise pour 24 millions $. Et ça, pile poil le 2 avril, le jour de l'annonce des tarifs. Alors certaines théories dites complot disent que c'est effectivement la guerre des droits de douane initiée par Trump qui a fait paniquer Tim Cook au point qu'il en vende des actions Apple. La vérité c'est que cette vente fait partie d'une prise de profit déjà programmée et c'est en plus une prise de profit qui est étalée tout au long de l'année. Donc que ça tombe pile poil le même jour,
Il s'agirait d'une simple coïncidence. Évidemment, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, mais vu que ça a été déposé auprès de la SEC, donc la Security Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, je pense que si c'était une vente panique, ça se saurait. En tout cas, il n'y a rien d'illégal. Si on voit la tempête au loin, ce serait quand même con de pas rentrer les voiles. Mais, on a quand même Trump qui a dû se faire taper sur les doigts, puisque après cette chute spectaculaire d'Apple, mais il n'y a pas eu que Apple, toutes les sociétés de la tech, et donc du coup l'indice boursier, le Nasdaq, qui regroupe toutes ces sociétés tech des États-Unis, a tellement chuté que Donald Trump a été obligé de dire « Ah mais en fait, les téléphones, les ordinateurs, les puces électroniques, etc. ne sont pas concernés. » Ouais, d'accord Trump, ok. Accroche-toi aux branches comme tu peux. Alors ce week-end, il a également annoncé qu'il annoncerait très prochainement les taxes qu'il y aura sur les semi-conducteurs, et qu'évidemment, il y aura beaucoup de flexibilité pour permettre aux entreprises du secteur de continuer à prospérer. Bon, en même temps, il n'a pas le choix. Et alors la news suivante fait un petit peu écho à un commentaire que j'ai eu sur ma précédente vidéo, où j'avais donc quelqu'un qui me disait que j'étais un peu trop optimiste, notamment sur cette histoire des taux. Trump a besoin de baisser les taux, c'est pas une théorie. Si son gouvernement n'arrive pas à refinancer les 7000 milliards d'obligations qui expirent en 2025, c'est le défaut de paiement des US et ce sera un drame vrai. Alors c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, je n'ai jamais dit que Trump n'avait pas besoin de faire baisser les taux, ni qu'il n'avait pas besoin de refinancer la dette de 7000 milliards. Moi, là où j'étais sceptique dans la théorie des gens qui pensaient que Trump faisait volontairement chuter le marché pour obliger la Fed à baisser les taux, c'est sur le fait que ce soit fait exprès. Évidemment, Trump a besoin de faire baisser les taux, et évidemment, des taux inférieurs pour refinancer la dette, ça ferait faire des milliards d'économies aux États-Unis. Donc si je n'ai pas été assez clair dans la précédente vidéo, je clarifie aujourd'hui. Mon avis sur le sujet, c'est que Trump a effectivement besoin de faire baisser les taux, il a effectivement besoin de refinancer la dette à moindre coût. En revanche, je ne pense pas qu'il ait fait exprès de cracher l'économie. D'ailleurs, je pense même que c'était un dommage collatéral qu'il n'attendait pas à ce niveau-là. Il savait que ça allait secouer les marchés, mais faire perdre 20% et 25% au SP500 et au Nasdaq respectivement, je pense pas que ça ait fait partie de son plan initial. C'est d'ailleurs pour ça qu'il rétropédale aujourd'hui. Et moi, ce que je pense évidemment, c'est que la Fed, qui est un organisme indépendant, ne laissera pas l'économie couler, mais ne cédera pas non plus à la pression de Trump. Puisque, je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, la guerre des tarifs qu'il avait initiée était plutôt en train de créer justement une vague d'inflation à venir. Donc Powell, il a toujours été très clair là-dessus. Il préfère attendre et observer, voir comment le marché se comporte suite à la hausse des droits de douane avant de faire quoi que ce soit, et encore moins de baisser les taux. Mais là, on a quand même la présidente de la Fed de Boston qui le dit, nous sommes absolument prêts à stabiliser le marché si les conditions l'imposent. Mais pour l'instant, elle voit pas de crise de liquidité. En tout cas, la Fed sait réagir, ils l'ont prouvé en 2020 avec la crise Covid, et ils vont pas se laisser influencer par le président des États-Unis. Et enfin, dernière news un petit peu bullish, encore une fois, je vous le dis tout le temps, quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut acheter. Et la preuve, c'est que ce petit graphique nous montre que les baleines, donc ceux qui ont énormément de fonds, n'ont fait que accumuler du Bitcoin. Depuis début mars, ils ont même absorbé, ils ont même racheté 100 000 Bitcoins. C'est ce que ce petit graphique nous montre. Et donc, ça rejoint la stratégie de base quand on investit dans la crypto. On achète dans la peur et on revend dans l'euphorie. Et c'était tout pour les news. On passe tout de suite sur le calendrier économique. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. En revanche, cette semaine et notamment mercredi, on a le très attendu discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. À cette occasion, il va nous partager sa vision et son sentiment du marché actuel et, on l'espère, nous annoncer une baisse des taux. Alors pour le 7 mai, ça serait un peu rêvé, mais les statistiques disent que ce serait plutôt pour le 6 juin. On croise les doigts. Si les taux directeurs baissent, ça veut dire plus de liquidité et donc des actifs à risque qui peuvent enfin reprendre un cycle haussier. En ce qui concerne les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum, vendredi dernier, donc le 11 avril, on a 1 million de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin et 29,2 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Donc sur toute la semaine dernière, on a 707,9 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin et on a 82,5 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Et on poursuit tout de suite avec la liquidation heatmap. Donc cette fois-ci, je l'ai mise sur 6 mois. 6 mois, ça permet de se rendre compte un petit peu des liquidités qui ont été posées depuis les 6 derniers mois. Alors quand je dis liquidités, ce sont en réalité les ordres et donc les positions qui peuvent se faire liquider si on atteint certains niveaux. Là par exemple, on voit que on est venu racler des forts niveaux de liquidation, d'abord sur les 78 000 dollars, ensuite sur les 76 000 dollars, et la semaine dernière, on a même été raclé jusqu'à 74 000 dollars. Alors, on voit qu'il en reste encore pas mal en dessous. C'est plus aussi intense, plus jaune vif. Maintenant, si on veut toucher du jaune vif, il va falloir descendre sur les 66 000 dollars. Et on voit que clairement, depuis qu'on est monté, on laisse pas beaucoup de liquidités en dessous. S'il y a des liquidités à prendre, c'est au-dessus. D'ailleurs, les prochaines un peu plus sérieuses sont sur la zone des 88 000 dollars. Et vous verrez que c'est logique, on va voir ça tout de suite en analyse technique. Et vous voyez, quand on regarde le Bitcoin en daily, donc en daily, c'est quand chaque bougie représente une journée, on voit qu'effectivement, sur la zone des 88 000, on a une zone de support qui était devenue donc une zone de résistance. Depuis, à chaque fois qu'on arrivait vers cette zone-là, on a été rejeté. Je pense que ça va être le test décisif pour valider ou non cette cassure de la tendance baissière. Vous voyez, on avait cette tendance baissière. Vendredi,
on l'a traversé par le haut, on est resté au-dessus pendant le week-end, et aujourd'hui on est un petit peu en train de descendre. Je pense qu'aujourd'hui la journée va être décisive, la session de New York particulièrement, puisque c'est effectivement là qu'on va voir si on tient cette tendance haussière, ou qu'au contraire on se fait rejeter et qu'on réintègre la tendance baissière. Pour l'instant on est plutôt en train de suivre mon scénario orange, et donc on a percé à la hausse, on pourrait potentiellement reprendre appui dessus pour ensuite repartir vraiment à la hausse. Tant qu'on ne reclôture pas à l'intérieur, on est plutôt parti pour un breakout. C'est une cassure de la tendance. Fake out, c'est une fausse cassure. C'est-à-dire qu'on l'a cassé et qu'après on va juste réintégrer tout de suite après. Et c'est fortement possible. Hein. Là pour l'instant il s'est passé qu'un week-end. Il n'y a pas eu de session de trading. Même si les marchés crypto sont ouverts toute la semaine H24, les gros volumes se passent sur la session de New York. New York, c'est du lundi au vendredi. Pour l'instant, c'est un peu normal qu'on se soit stabilisé au-dessus. Vous voyez, quand on passe tout de suite sur mon graphique de trading, j'ai déjà tracé mon previous weekly high, donc le plus haut de la semaine dernière, mais également mon previous weekly low, qui est donc le plus bas de la semaine dernière. Aussi, j'ai placé mon previous day low, donc c'était le plus bas d'hier, et le plus haut d'hier est confondu avec le previous weekly high, donc il n'y a qu'une seule ligne. Et alors ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis mis en daily, j'ai tracé mes supports comme d'habitude. Je suis passé ensuite en horaire. En horaire, ça veut dire que chaque bougie représente une heure. J'ai tracé mes zones de résistance et de support. On a un order block ici entre 85 200 et 85 700. On voit qu'on est venu le chercher pendant la nuit jusqu'à moitié et qu'on est reparti à la baisse. Mais depuis, vous voyez, on est en train de faire que des petits dojis. C'est-à-dire que le marché est indécis. Un doji, c'est une bougie qui a un petit corps et de grandes mèches. Ce sont des bougies d'hésitation, de consolidation. Et donc depuis ce matin, on ne va chercher ni la zone de support qui est en dessous, le fair value gap de 1 heure, ni l'order block qui est au-dessus. On est en train d'osciller à l'intérieur. Et même d'ailleurs, quand on zoome, si on essaye de prendre une position, j'ai cherché ce matin des positions à prendre, mais j'ai rien trouvé de flagrant parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance déterminée. Au début, j'ai cru voir une petite tendance baissière puisqu'on faisait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas effectivement. Si on avait essayé de se positionner par exemple sur cette baisse-là, de là à là, et qu'on mettait, comme d'habitude, son entrée sur la 618 et sa sortie au-dessus de la 786, et ben vous voyez, on se serait fait sortir, puisque on est parti à la hausse derrière. On a fait des plus bas de plus en plus bas, puis derrière des plus hauts de plus en plus hauts. Après, comme vous pouvez le constater, moi, je ne mets pas beaucoup d'indicateurs. Je vais mettre le volume, le RSI, et après je trade le price action. Le price action, c'est vraiment ce que me dit la courbe, me dit le prix. Là, clairement, avec le faible volume qu'il y avait, pas de divergence sur le RSI, et ben je n'ai vu aucune opportunité ce matin. Et bien vous voyez, parfois il vaut mieux effectivement ne pas trader. Ne pas trader, c'est aussi trader, puisque dans le trading, il faut savoir être patient. Il ne faut pas prendre une position juste pour prendre une position, pour chercher à être en position. Si on prend une position, c'est parce qu'on a une stratégie claire, un setup clair. Là, aucune de mes conditions de trade n'était réunie, je n'ai pas pris de position et j'ai bien fait. Je chercherai à prendre une position si on atteint cette zone de support, le fair value gap 1 heure, ou si on atteint cet order block, cette zone de résistance qui est juste au-dessus de nous. Pour l'instant, de toute façon, le lundi, je préfère attendre la session de New York. Alors ensuite, quand on regarde l'Ethereum, écoutez, je suis quand même moins confiant que sur le Bitcoin, parce que vous voyez, autant le Bitcoin, il a cassé sa tendance baissière, autant l'Ethereum, on l'a pas encore cassé. On est toujours situé en dessous. Il faudrait vraiment qu'on sorte de cette zone-là, qu'on arrive sur la zone de support qui est devenue maintenant en résistance, donc sur les 1900, 2000 $, et qu'on l'éclate pour qu'effectivement on puisse redevenir haussier sur l'Ethereum. Pour l'instant, c'est pas le cas du tout. Là, vous voyez, on est en train de descendre tranquillement en escalier, et là, on pourrait penser que c'est encore une marche, et que dès qu'on va toucher ça, on va redescendre. D'ailleurs, quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, pas grand-chose, quoi, vous voyez. On fait des toutes petites bougies, même si là, aujourd'hui, l'Ethereum a pris 2% face au Bitcoin. Bon, il n'y a rien de faramineux, On est toujours dans cette tendance baissière qui est même puissante, parce que si on regarde, il y en avait deux. Au départ, la tendance baissière, c'était celle-là, qui date d'un petit moment maintenant, qui date de septembre 2022, elle était là. Et là, en fait, à partir de décembre 2024, elle s'est accélérée. Ce serait bien qu'on casse déjà celle-là. Donc ça, c'est l'Ethereum face au Bitcoin. Et qu'ensuite, on casse carrément celle-là. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On est en train de consolider. À surveiller. Et on termine par la Bitcoin dominance qui, elle, continue son petit bout de chemin. On avait consolidé dans cette zone-là, autour des 60 à 62%, et finalement on a cassé à la hausse. Et là maintenant, tranquille, on s'est installé sur les 63,5%, et on stagne autour de ce niveau. Bon, on n'est pas encore en top de range, mais pas loin. On est également sur une zone de résistance, on est en plein dedans. On devrait pas tarder à casser, honnêtement, tous les voyants sont au rouge. Mais alors quand ? Ça, c'est une bonne question. Tous ceux qui attendent l'alt-season, c'est pas pour tout de suite. Pour qu'on parle d'alt-season, il faudrait déjà réussir à casser ce canal haussier par le bas. Comme on avait failli faire au mois de novembre suite aux élections, malheureusement, ça n'a pas tenu, c'est reparti à la hausse. Et vous voyez, c'est quand même une trend haussière qui date de septembre 2022. Donc voilà, tant qu'on n'a pas cassé ce canal,
Pas la peine d'espérer et de lancer des rolls longues sur des alts. Il vaut mieux patienter. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!